recevoir ici, chez vous. Voilà, c'est un honneur que vous nous faites et nous en sommes très fiers. Merci. Je suis très content de vous accueillir chez moi. Merci beaucoup. Voilà, c'est un plaisir pour nous. Alors, on est là aujourd'hui, docteur, pour parler de beaucoup de choses. Et parce que vous êtes une personnalité assez difficile à cerner, je dois l'avouer. C'était pas très facile pour moi de savoir sur quel angle j'allais aborder cette rencontre. Voilà. Alors, j'aimerais particulièrement aujourd'hui parler de vos différents combats. Ouais. Oui. Ouais. On sait qu'il y a le combat, la lutte contre les AVC, le don pour la osseuse, à travers l'association PUC. Voilà. Vous avez également une série, voilà, médicale, médicale, on dit, voilà, série médicale, éducative, qui se tourne d'ailleurs en ce moment au Cameroun. Et c'est la première série, si je ne me trompe pas. Tout à fait. La première série sur la santé. Voilà. Clinique C. La première série, elle s'appelle comment? Clinique C. Voilà, Clinique C. C comme Cameroun. C comme Cameroun. Ah, on va sûrement avoir plus de détails sur cette série tout à l'heure. Voilà. Alors sur la clinique, également sur votre engagement associatif qui est assez varié. Bon, on ne va pas laisser l'engagement culturel aussi, qui est un plan, voilà, assez... Donc, on va parler... Dans ce programme. On va parler de beaucoup de choses. Donc, bonjour messieurs, mesdames. Notre invité aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, c'est le docteur Nguyen Cap Armand. Vous le connaissez sûrement, vous avez dû en entendre parler, parce que c'est une personnalité qui se bat beaucoup pour plusieurs choses et qu'on aime avoir avec nous. Alors, docteur, comment dois-je vous appeler? Docteur, monsieur, je suis un peu embarrassée. Dites-moi, quelle est l'étiquette que vous préférez avoir? Non, mais je suis médecin. Et je préfère qu'on m'appelle docteur parce que j'ai beaucoup souffert pour avoir ce titre de docteur en médecine. Ça ne s'acquiert pas aussi facilement. Ah ouais, ça c'est de longues années d'études. Et puis parfois, j'aime bien quand même qu'on me le donne. Parce que je pense avoir largement mérité. Vous l'avez certainement mérité. En toute humilité. Vous l'avez certainement mérité parce que non seulement ce sont de longues études pour être médecin, mais en plus c'est sûrement un long parcours pour vous intégrer dans le pays dans lequel vous avez choisi de vivre. Et ce n'est pas facile pour ceux qui viennent d'ailleurs d'avoir ce métier ici. Ça a dû être difficile certainement. Ça a dû être très très difficile. Parce que je suis arrivé ici, j'avais à peine 20 ans. J'avais mon bac au Cameroun, j'avais trimé un tout petit peu au Cameroun, où j'avais passé une année dans le département des sciences et de la terre de l'université de Yaoundé. Et après, j'ai pu avoir la chance d'avoir une 12 études pour venir faire des études de médecine ici en France. Donc, bien évidemment, il a fallu vraiment s'accrocher. Parce que quand je suis arrivé le 21 septembre 1985, la date... Vous vous rappelez encore de la date? Je Le me 21 rappelle septembre 1985. Ben oui, je me rappelle très très bien la date parce que je pars du Cameroun, je crois que je devais avoir 30 degrés à peu près au Cameroun. Ah ouais, et j'arrive ici, j'étais à 6 degrés. Ah oui, le choc. J'étais parti juste avec une petite chemise. Et on le froid qui m'a accueilli. On a tous connu ça. Voilà, le froid qui m'a accueilli à l'aéroport de Roissy. Oui. Donc je me rappelle toujours. Et après, moi, je me retrouvais un peu dans une structure familiale où il y avait vraiment son quelqu'un, des frères et des sœurs. Et je me retrouve dans une chambre de CDST de 9 mètres carrés où je devais être ma vie pendant 6 ans. Je l'ai vécu dans cette chambre de universitaire. C'est quand même des moments qui me marquent énormément, mais bon, qui me font énormément plaisir parce que je suis quand même venu pour un objectif. J'ai toujours voulu être médecin. C'est ça, la médecine, c'est ma vocation. Dès l'âge de 5 ans, pareil, d'après mes parents, qui malheureusement sont décédés aujourd'hui, que je leur disais que je voulais être médecin. Et c'est vrai qu'après ce travail-là, j'arrive au bout de mon chemin et je finis par le devenir. C'est pour ça que ça fait beaucoup de plaisir. J'aime parfois qu'on m'appelle docteur. Ah, merci, vous le méritez, docteur. Merci. Oui, c'est pas... Merci. Oui, c'est pas volé. Et puis de temps en temps, bon, on aime bien avoir quelques honneurs. Mais oui, pourquoi pas? Oui, ce n'est pas volé. Surtout quand ils sont mérités. Oui, en effet. Alors, docteur, dites-moi. Oui. Voilà. En plus, vous êtes docteur donc, à l'hôpital de Soissons. Voilà. C'est un urgentiste. Tout à fait. Donc, vous faites souvent face à la détresse humaine. Tout à fait. Voilà. Pas seulement pour les maladies, mais pour différentes sortes de détresse psychologique et tout ça. Comment vous abordez ces personnes lorsqu'elles se présentent à vous? Est-ce qu'en vous ressentez parfois de la pitié ou alors vous avez une attitude purement médicale? Mais vous posez là une excellente question.
lorsqu'on exerce ce métier qui est la médecine, qui est un métier noble, il faut l'exercer avec beaucoup d'humanisme. Il faut, dans sa pratique quotidienne, avoir beaucoup d'humanisme. C'est-à-dire que ces personnes qui sont en détresse, il faut déjà les accueillir avec humanité. Il faut les écouter parce que très souvent, ce qu'on reproche à la profession médicale, c'est qu'on n'a pas souvent le temps d'écouter le patient. Et le patient, parfois, rien que le fait de l'écouter, il éprouve un certain plaisir immense. Et ce plaisir qu'il éprouve là fait diminuer sa détresse. Ça fait même partie parfois de la guérison. disparaître sa détresse. Eh oui. Et il finit parfois par guérir sans que vous ne lui ayez prescrit la moindre ordonnance thérapeutique. Hein? Et ni la moindre ordonnance pour faire des examens. Donc c'est très important l'écoute de ces patients-là pour écouter leur détresse. Et après, bien évidemment, en fonction de leur motif de consultation, vous orientez votre examen clinique et puis vous donnez votre conseil médical et éventuellement les conseils de prise en charge. Mais moi, je crois que, pour revenir à votre question, face à la détresse humaine, il faut avoir beaucoup d'humanité et vraiment beaucoup d'écoute pour pouvoir... déjà, ça donne aussi de l'importance à ces personnes. Ils se sentent, à partir du moment où ils se sentent écoutés, ils se sentent valorisés, et quelque part, c'est ça le fait du bonheur. Vous avez sans vous, c'est certainement ce qui vous pousse à avoir ces engagements différents, de la lutte contre les AVC, la lutte aussi contre la mort subite des sportifs. Mais vous savez, moi je me définis toujours comme étant un médecin qui a la vocation du médecin, mais ce médecin est un homme qui a une passion pour la promotion des cultures. Et j'ai un trépied, à savoir des combats. Et effectivement, dans les différents combats que je mène, vous avez cité les AVC, vous avez cité le don de moelle osseuse, mais n'oubliez pas la mort subite du sportif, qui était mon premier combat. Je me bats contre la mort subite des sportifs depuis 2003. Ça a été mon premier combat. Les AVC ont été mon deuxième combat, et après, j'ai eu plusieurs autres combats, dont le don de moelle osseuse, qui me préoccupe actuellement de façon très, très poignante. Parce que la réalité est assez sombre dans ce domaine-là. Nous pouvons sauver des vies par le biais du don de moelle osseuse, mais par ignorance, nous ne le faisons pas. Nous ne nous inscrivons pas, quand je dis nous, notamment les ressortissants des communautés africaines, les ressortissants des communautés afro-caribéennes, ce qu'on appelle ici des communautés un peu, comment j'allais dire ça, sous-représentées. Nous ne sommes quasiment parfois pas du tout représentés sur les registres de moelle osseuse. Et quand l'un de nous tombe malade, et c'est le médecin qui revient là, qui parle, et que le traitement qu'on peut proposer pour sauver la personne, parce que c'est des traitements qui sauvent radicalement la vie de la personne, c'est une greffe de moelle osseuse. Quand on regarde les registres de don de moelle osseuse, il n'y a pas de donneur compatible, et ça c'est dommage. Et vous avez choisi de participer justement pour ce combat-là à l'action de l'association ACUT. Hein. Alors, le 21 novembre prochain, l'association ACUT organise un gala, justement, pour recueillir des fonds, justement, pour ce don-là. Quelle est l'action particulière que vous apportez, justement, à ce mouvement-là? Moi, étant un médecin qui a quand même de la visibilité par rapport à un certain nombre de combats que je mène, j'ai parlé de la mort subite des sportifs, que je mène depuis 2003, suite au décès de Marc Bienfoué, où j'ai publié d'ailleurs mon premier article sur le sujet décès de Marc Bienfoué, mort naturelle, mort évitable. J'ai décidé de mettre cette visibilité-là au service d'une cause juste et noble. Cette cause juste et noble, c'est le don de moelle osseuse. Pourquoi est-ce que je me suis intéressé à cette problématique? C'est vrai que lorsque j'ai été contacté par la présidente de l'association dont vous venez de citer le nom, à savoir l'association Courage Ulysse Tonnier ACUT, Madame Corinne Tonnier, lorsqu'elle m'a contacté, une femme que moi je qualifie de femme courage, parce que l'histoire de cette femme est une histoire quand même singulière et qui mériterait même d'ailleurs qu'on puisse éditer un livre, parce que moi je rencontre souvent des gens qui a été dans la détresse comme cette femme-là. Elle a quand même perdu son fils qui avait 13 ans. Son fils aîné, elle a perdu parce qu'il souffrait d'une maladie sanguine qui s'appelle l'aplasie médulaire. Malheureusement, lorsque les médecins ont posé l'indication de traitement de l'enfant par un don de moelle osseuse,
par une greffe de moelle osseuse plutôt, on n'a trouvé aucun donneur compatible. Pas de donneur On n'a compatible. pas de donneur compatible. Et c'est comme ça que son fils qui s'appelle Ulysse décède. Et heureusement, pas heureusement, son fils lui avait demandé que maman, comme on ne trouve pas de donneur compatible pour moi, ça c'est Madame Corinne Tonnier qui me le raconte, Oui. crée une association pour que s'ils ne l'ont pas fait pour moi, qu'ils le fassent pour eux. D'où ce slogan qu'on retrouve un tout petit peu, don de moelle osseuse, si ce n'est pour moi, faites-le pour vous. Oui. Si ce n'est pour moi, faites-le pour vous. C'est Ulysse qui le dit. Si vous ne l'avez pas fait pour moi, faites-le pour vous. C'est pour ça que moi j'invite énormément tous ceux qui nous écoutent actuellement à se déplacer massivement le 21 novembre pour venir écouter les messages d'information, les messages de sensibilisation. Donc j'aurai une communication médicale à donner sur le thème don de moelle osseuse qui veut peu. Qui veut peu. Parce que l'association Courage Ulysse Tonnier Acute, pour son 3e gala d'information et de sensibilisation sur le don de moelle osseuse, a bien fait les choses. Il nous apporte un concept qui est très novateur, à savoir qu'on aura donc des communications médicales. Et moi je tire vraiment mon chapeau à Madame Corinne Tonnier qui arrive à nous faire déplacer des spécialistes vraiment mondiaux de l'hématologie. On a notamment le professeur Morissette Michalet qui sera présent et qui va parler un peu des greffes de moelle osseuse. Et on a aussi le professeur le docteur Françoise Oda, qui est médecin-chef greffeur à l'agence de la biomédecine, qui est partenaire de l'événement, qui va venir nous parler de la solidarité internationale. Parce qu'en matière de don de moelle osseuse, il faut une solidarité, et une solidarité internationale. Donc, et ça, c'est quelque chose de très important. à cette soirée, on n'aura pas que l'agréable, on aura aussi surtout l'utile en fait. Donc, c'est pas une soirée, je ne veux pas dire une soirée comme toutes les autres, mais c'est une soirée où on ne passera pas nos côtés à boire du champagne. C'est une ça soirée de gala, de charité, où on aura des messages de sensibilisation donnés par des personnes référentes dans le domaine de la greffe de moelle osseuse et du don de moelle osseuse, mais on pourra aussi, on aura de la réjouissance, la belle réjouissance. Parce qu'on a des artistes de talent qui sont présents. On a Maïdara qui va venir, qui est la voix de Whoopi Goldberg, mais qui ne va pas venir nous faire une interprétation, mais qui va venir chanter dans un registre qu'on ne connaît pas. Moi, je ne la connaissais pas dans ce registre-là. Il y aura également Yves Ntola, je pense. Yves Ntola qui vient d'Italie. Voilà. Il y aura un défilé de mode aussi. Ah oui, il y aura un défilé de mode. Salamatou Maliki avec ses magnifiques foulards. Je pense qu'elle y sera également. Je l'ai vu dans Route Talent. Ah oui. Très très jolie. Elle est magnifique. Le journal Route Talent, elle est magnifique. Très jolie. Elle fait un travail exceptionnel. Ah oui. J'ai beaucoup d'admiration d'ailleurs pour elle. Coucou Salamatou, si tu nous regardes. J'ai hâte de voir ce défilé de mode parce que les images qui viennent dans Route Talent, c'est super. Route Talent, un très beau journal. Merci, merci. Alors docteur, justement, ça me permet de parler de votre engagement culturel. Justement, vous avez, on vous connaît dans la musique, vous êtes dans la danse, dans les arts. Pourquoi cet amour pour la culture alors que vous auriez pu vous contenter d'être le bon médecin que vous êtes? Je vous ai dit que la médecine, c'est ma vocation. Mais que puis-je faire de ma passion? Je suis un passionné de promotion culturelle. Peut-on m'arracher ma passion? Mais si on m'arrache ma passion pour me laisser que ma vocation, mais on fait plus de moi le docteur Armand que je suis. On fait de moi un autre homme qui n'est plus équilibré. Certains pourraient vous reprocher d'être un docteur bling bling. Qu'est-ce que vous répondez à ça si je vous dis que vous faites un docteur bling bling? Ceux qui me reprochent, parce que ce reproche-là, on me l'a déjà fait. Ceux qui me reprochent d'être un docteur bling bling, ils ne me connaissent pas. Qu'ils apprennent à me connaître. S'ils me connaissent, ils comprendront que je suis un homme pétri d'humanisme. Je suis un homme humble. Je suis un homme altruiste. Et que mon engagement pour le milieu associatif, mon engagement pour défendre des causes nobles et justes est un engagement humain, est un engagement qui vient du cœur. Ce n'est pas un engagement... C'est pas un engagement pour avoir de l'argent, c'est pas un engagement qui est calculé. Non, c'est un engagement purement caritatif et altruiste, comme je le dis. C'est pas un philanthropique, c'est pas un engagement mercantile. Non, moi je dis toujours, je ne serai jamais riche,
Et je pense que Dieu savait que je ne serais jamais riche, c'est pour ça qu'il a fait de moi un docteur. Et je En pense disant, que bah, écoutez, la vraie richesse, c'est ce que nous avons dans le cœur de toute façon. C'est pas ce que nous avons dans nos mains. Ou bien non, moi je pense que Voilà. Dieu savait que je n'aurais jamais la richesse matérielle en tant que telle. Mais vous savez, Dieu m'a donné l'une des meilleures richesses de ce monde. Quelle est la meilleure richesse de ce monde? Mais je veux vous dire, la meilleure richesse de ce monde, c'est la santé. La santé, c'est le bien le plus précieux. Quand je donne la santé à quelqu'un qui vient me voir étant malade, que je le soigne, et qui revient me voir après mes docteurs, je suis en bonne santé, merci. Ah, je suis content de vous avoir donné votre meilleure richesse. C'est ça votre meilleure richesse. Et voilà. Eh bien, vous venez de me parler de Dieu. Je pense qu'on va continuer à parler de Dieu, mais nous allons continuer à l'intérieur. Pas de problème. Parce que pour parler de Dieu, je pense qu'il vaut mieux être bien assis. Comme ça, on en parlera mieux. On va aller s'asseoir. D'accord, alors. On se retrouve. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Moi, c'est à l'intérieur, docteur. Tout à l'heure, vous avez parlé de Dieu. Vous avez beaucoup parlé de Dieu. Mais c'est quoi ce Dieu dont vous parlez tout le temps? Il tient une place apparemment très importante dans votre vie, dans votre spiritualité, si je peux dire comme ça. Est-ce que je peux me permettre de vous demander, est-ce que vous êtes chrétien, musulman, athée ou autre chose? Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai été élevé dans la foi d'église. Quelle Parce que église? mon père était pasteur. Mon père était pasteur de l'église évangélique du Cameroun. Votre père Et donc, est je pasteur suis- de l'église évangélique? Tout à fait. D'accord. Et donc moi je suis protestant. Mais je suis très ouvert à des religions. À toutes les religions, je suis assez ouvert. Parce que mon papa même, je sais qu'à un moment, il a même été, avant d'être consacré pasteur, je sais qu'il s'est aussi ouvert à d'autres religions. Il était assez ouvert à ces niveaux-là. Et moi je suis très ouvert aux religions, moi je ne suis pas fermé. Quelle est la place de Dieu dans votre vie? Mais Dieu occupe une place fondamentale dans ma vie. D'ailleurs, lorsqu'on lit mes chroniques et lorsqu'on m'entend m'exprimer, on comprend que Dieu occupe cette place fondamentale parce que lorsque j'ai notamment créé le concept de la santé en soirée, parce que j'avais compris que, en m'inspirant des Saintes Écritures, j'avais compris que De l'évangile, ce qui pour vous sont les Saintes Écritures, ce qui représente pour vous les Saintes ce Écritures. qui représente, Vous parlez de en la m'inspirant Bible. de la Bible, Ah, qui d'accord. représente pour moi les Saintes Écritures, la Bible, D'accord. que j'ai lu pendant des années, j'ai compris qu'il fallait évangéliser les esprits, les hommes, les peuples, partout, y compris même en plein désert, où on n'avait même pas, on ne pouvait même pas savoir qu'il y a une âme qui y vive. Mais il fallait aller y évangéliser. Et moi je pense que la santé étant, je l'ai dit tout à l'heure, le bien le plus précieux pour l'humanité, on a beau être couvert d'or, d'argent, de tout ce qu'on veut. Mais si on n'a pas la santé, il nous manque l'essentiel pour notre épanouissement, pour notre bonheur. Et moi, étant médecin, j'ai compris que cette santé-là, je devais pouvoir diffuser la bonne parole, la parole sur le plan de la santé, qui est la parole de la prévention, la parole de la sensibilisation, la parole sur les gestes qui sauvent, la parole sur les facteurs des cyclones, la parole sur les signes annonciateurs, les signes d'alerte, les signes avant quoi il faut connaître, il fallait la diffuser un peu partout. Comme l'évangile a été diffusé en plein désert, moi il fallait que la diffuser un peu partout, y compris en soirée où les gens boivent du champagne, ils fument du cigare, ou font du bling bling, il fallait que j'aille diffuser ces soirées. C'est d'ailleurs pour ça que je suis l'un des rares médecins qui fait des communications dans les boîtes de nuit, dans des soirées privées, dans des soirées même parfois non caritatives. J'y vais, lorsque je suis sollicité, j'y vais parce que je m'inspire de ce que je dis, va apporter cette bonne parole, qui n'est pas forcément biblique, mais qui est une bonne parole pour la santé. Encore que ce qui est biblique n'est pas la vérité pour tout le monde. Voilà. Ça, c'est un jugement de tout un chacun. Voilà. Mais en ce qui me concerne, je pense que le message de la santé, il faut pouvoir le diffuser un peu partout, comme le message biblique doit être diffusé un peu partout par rapport à ma conception un tout petit peu. Ça, et c'est à mon éducation votre chrétienne. conception de la chrétienté. Vous pensez que le message biblique doit être diffusé partout. Tout à fait. Vous ne pensez pas que de dire une chose pareille pourrait susciter, je veux dire, des animosités au sein des populations où il y a différentes formes de structures religieuses, de spiritualité? Parce qu'un musulman pourrait dire aussi qu'il faut que l'islam soit... Ah oui, tout à fait. Moi, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis ouvert à toutes les religions. Quand un musulman vient me parler du Coran, mais il s'assoit et il me parle du Coran. Et on discute.
Il y a de très très Alors, bonnes vous êtes choses qui vont chrétien, m'enrichir. mais vous êtes aussi africain. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez de la religion traditionnelle africaine? Vous n'êtes plus du tout, vous ne faites plus le culte des ancêtres, vous avez tourné le dos au lacam parce que vous avez dit des chrétiens. Est-ce que je peux aborder cet aspect avec vous? Vous pouvez aborder l'aspect, mais il faut aussi reconnaître que je respecte les cultures. J'ai Notamment la culture, vôtre. j'ai ma culture, je la respecte. Bien évidemment, dans nos cultures africaines, il y a du bon, il y a du mauvais. Dans la culture occidentale dans laquelle j'ai été imprégné, je suis parti du Cameroun, j'avais 20 ans, j'ai 50 ans aujourd'hui. Ça fait 30 ans en Europe et 20 ans. Oui. Permettez-moi de vous dire, on ne le dirait pas. Merci pour ce compliment. Mais 50 ans, 30 ans en Europe et 20 ans en Afrique. Mais j'ai une double culture. J'ai une culture de mes racines qui est africaine et j'ai cette culture occidentale. Moi, je ne prends pas tout ce qui vient de la culture occidentale comme étant quelque chose qu'il faut prendre dans un paquet complet. Non, je prends ce qui me paraît positif, bien pour moi, et je rejette ce qui me paraît négatif. Hein? Par exemple, la solidarité, solidarité communautaire, solidarité familiale, solidarité amicale, solidarité, c'est quelque chose que je cultive. Souvent, dans la culture occidentale, il y a une solidarité institutionnelle, mais malheureusement, il y a de l'égoïsme individuel. Donc moi, je rejette ça. Je rejette ça pour garder la solidarité, parce que notre société ne peut pas vivre sans solidarité. Dans la culture, ma culture de mes racines, de mes ancêtres, il y a des choses très positives que je garde, mais il y a aussi des choses négatives que je vais, par exemple, rejeter. Moi, je suis, par exemple, contre tout ce gaspillage que l'on fait pour enterrer nos morts, alors que du vivant de la personne, on n'a rien fait pour lui apporter un message de prévention. On n'a rien fait pour sauver sa vie. Mais lorsqu'il meurt, on dépense toute la fortune qui pourrait envoyer les enfants à l'école, qui pourrait nourrir des familles, parce qu'après l'enterrement du mort, ben, les gens n'ont plus à manger, ont faim pendant des mois, si ce n'est des années. Moi, je suis contre ça, je condamne ça. Alors, vous êtes de ceux qui disent « aidez-moi quand je suis vivant, pas quand je serai mort ». Exactement, je partage parfaitement cette conception-là. Aidez-moi quand je suis vivant, n'attendez pas ma mort pour venir faire cotisation. Là, je pense que c'est un chanteur, c'est les paroles d'un chanteur camerounais, d'une chanson camerounaise. Et j'épouse parfaitement ces paroles-là. Et c'est même un message que je tiens à adresser. Je ne sais pas quelle caméra me filme, je suppose que c'est celle-là. C'est un message que je tiens à adresser vraiment à ceux qui m'écoutent. La solidarité doit surtout se manifester du vivant. Je suis un peu contre tous ces grands concerts. Je suis un promoteur culturel, j'aime la culture. Mais je suis contre tous ces grands concerts qu'on organise à la mort d'un artiste, alors que pendant qu'il agonisait dans son lit, personne n'a sorti un centime, un franc CFA, 1 euro, pour pouvoir payer sa moindre ordonnance, pour pouvoir le conduire à l'hôpital. Mais lorsqu'il meurt, on organise des grands concerts. Moi, je suis contre. Et je dis, c'est un cri d'alarme que je lance parce que ça me choque, ça me sort hors de moi. Parce que moi, je vois ces gens-là souffrir dans leur détresse et je vois après tout ce qu'on organise après leur mort. Ça met hors de moi. Et je pense qu'il faudrait qu'on change cet aspect de notre culture qui est totalement négatif et contre-productif. Alors, je vois là que c'est un sujet qui vous met hors de vous. Tout à fait. Ça me met vraiment hors de moi. Qu'est-ce qui met encore le docteur Armand en colère? En plus de ça, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Pas beaucoup de choses. Parce que vous êtes quelqu'un d'assez jovial, je peux parler. Oui, je suis quelqu'un. Qu'est-ce qui vous met encore en colère en dehors de ce genre de choses? Ce qui me met aussi en colère, c'est malheureusement la jalousie de son prochain. Je veux qu'on cultive l'amour de son prochain. Je veux qu'on aime son prochain. Je veux qu'on sache reconnaître les mérites de son prochain. Malheureusement, dans notre culture aussi, et parfois, c'est même pas notre culture, c'est même pas où est-ce qu'on nous a appris ça. Non, je pense pas. On se retrouve, c'est même pas notre culture. Je pense que les individualités se font quel que soit le lieu où... Oui, mais malheureusement, ça devient la haine. La haine se répand comme un virus. Pire, moi je dis le virus, la haine est pire que le virus Ebola. Oui, c'est vrai. D'un médecin, ça, non, mais il détruit plus que le virus Ebola. Parce que quand on regarde le Cameroun, le virus Ebola n'a détruit personne au Cameroun, n'a tué personne au Cameroun. Mais regardez tout ce que le virus la haine a produit comme destruction chez les Camerounais. Ça aussi, ça me met hors de moi. Moi, je veux qu'on cultive l'amour du prochain et qu'on aime son prochain. Docteur, tout à l'heure, nous avons parlé de
votre engagement à travers ces différentes associations, de vos combats. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse en particulier, c'est cette série-là, Clinique C. Mais d'où vient l'idée de Clinique C? D'où est venue l'inspiration de Clinique C? C'est une question que je pose toujours. D'où est venue l'inspiration pour faire ce que vous faites? Parce qu'on n'a pas encore vu au Cameroun ce genre de série, des séries éducatives sur la santé. Alors, racontez-nous l'histoire de Clinique C. Vous avez très bien parlé de séries éducatives sur la santé. Clinique C, c'est comme Cameroun, est la première série télévisée camerounaise sur la santé. À ma connaissance même, elle semblerait être la première série africaine, mais je ne suis pas sûr de cette affirmation. Quelle est ma motivation? Ma motivation part du fait que, je vous ai dit que j'ai quand même eu un soutien pour venir faire des études. J'ai eu une bourse du gouvernement camerounais pour venir faire des études. Il y a certains qui ont des bourses pour faire des études, mais ils ont honte de le dire. Ils ont peur de le dire. Ils pensent que ça les abaisse. Non. Et vous, vous l'affirmez? Moi, je l'affirme haut et fort que je suis venu en 1985 par une bourse du gouvernement camerounais. C'est dommage qu'après que j'ai pu obtenir mon diplôme, je n'ai pas pu exercer au Cameroun parce que je n'avais aucun soutien pour pouvoir me recruter au Cameroun. C'est fait que pour des raisons économiques, raisons familiales, j'ai dû rester en Europe. Mais étant en Europe, je me suis posé la question de savoir quelle est la contribution que je puisse apporter à ce pays-là qui m'a quand même donné mes premiers outils dans la vie. Oui. Parce que je viens à une bourse, mais je suppose que c'est les impôts des Camerounais qui ont payé. Tout à fait. Voilà. Et fait de moi ce médecin que je suis aujourd'hui. Je me suis dit, cette contribution-là, je peux apporter cette contribution en apportant un message éducatif, des messages de sensibilisation pour la santé. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, la santé me paraît être le bien le plus précieux pour l'humanité. Et comme je le dis, en matière effectivement de santé, il vaut mieux prévenir que guérir. J'ai réfléchi, je me suis dit, en ayant écrit des chroniques santé depuis plusieurs années, pour informer, sensibiliser les Camerounais, en ayant eu même une émission radio appelée Allo Docteur, la chronique santé du docteur Armand, où je passais des messages d'intervention et de prévention, j'ai compris, je n'étais pas écouté parce que très souvent, ce n'était pas toujours facile de s'acquérir des magazines dans lesquels je publiais mes chroniques. Je ne connaissais pas encore Route Salon, donc je n'ai pas eu l'occasion de publier une chronique là, peut-être ça viendra. Et ceux qui écoutaient mes émissions ceux qui voulaient écouter mes émissions n'avaient pas toujours accès à Internet parce qu'il fallait une connexion. C'était une émission qui était diffusée un peu sur une web radio. Et j'ai réfléchi et dit, mais pourquoi, étant passionné de promotion culturelle, ayant œuvré dans le domaine de la musique, en produisant certaines œuvres musicales, pourquoi ne pas offrir aux Camerounais une œuvre, là où certains offrent des immeubles? Moi, je veux plutôt offrir une œuvre qui va informer, qui va sensibiliser, qui va éduquer pour la santé et surtout pour le bien-être des Camerounais. Voilà comment j'ai pensé à Clinique C. Clinique C sera une série télévisée de 52 épisodes. Pourquoi 52 épisodes? 52 épisodes, pourquoi? Parce que ça a une diffusion par semaine avec des messages, des histoires originales vécues et enrichies par une expérience professionnelle d'une trentaine d'années. Oui. Hein, donc, et vous êtes une partie active Tout à fait. Donc, dans Clinique, c'est effectivement, j'endosse un peu le rôle de producteur exécutif. Vous êtes l'amateur dans la série? Je fournis effectivement des histoires sur lesquelles des bons scénaristes qui sont au Cameroun et de bons réalisateurs qui sont au Cameroun travaillent et font donc des scénarios qui permettent de tourner le film. Acteur dans la série. Vous n'avez pas voulu jouer le rôle de. J'aimerais savoir, parce que je sais que le docteur Armand, il est tellement multidimensionnel que je me demande si je ne vais pas le retrouver en acteur dans cette série. Je rigole beaucoup parce que le premier épisode portait sur les AVC et le titre de cet épisode c'est Le tueur silencieux. Effectivement, je joue dans la série mon propre rôle. On me verra effectivement dans la série, dans certains épisodes où j'interpréterai effectivement mon propre rôle, le docteur Armand, mais ça sera très épisodique parce qu'il y a de très très bons
artistes, des acteurs Oui. talentueux au Cameroun. Oui. La jeunesse camerounaise est pétrie de talent, ils en ont envie, ils sont doués. Mais il faut leur donner cette visibilité-là, il faut leur donner cette opportunité-là de pouvoir montrer l'ampleur de leur talent. Et il y a beaucoup qui joueront sur mes conseils, bien sûr, sur mon expertise, effectivement, incarneront le docteur Armand dans la série ou d'autres médecins dans la série. Mais effectivement, le tueur silencieux, pour répondre à votre question, le docteur Armand joue son propre rôle, effectivement. D'accord. Alors, cette opportunité que vous donnez... Et le tueur silencieux a déjà été tourné. Oui. Il est actuellement en montage. Ah, d'accord. Alors, cette opportunité que vous donnez aux jeunes acteurs et réalisateurs camerounais, ce n'est pas seulement à travers la série Clinique C, c'est aussi également à travers le Festival Coman. Tout à fait. Qui aura lieu en février, justement. Oui. Voilà. Alors, voilà une autre dimension du docteur Armand. Vous Oui. soutenez le Festival Coman. Vous êtes actif pour ça. Dites-nous, qu'est-ce qu'il en est? Ben, en ce qui concerne le Festival Coman, je suis parti un tout petit peu sur un constat. Je vous ai dit que je suis un passionné de culture. Oui. J'ai la vocation de la médecine, d'être médecin, mais j'ai la passion de la promotion culturelle. Et le cinéma, le 7e art, je me suis rendu compte que le cinéma, ce 7e art, se mourait au Cameroun. Il se mourait avec des salles de spectacle qui n'existent plus. Moi, quand j'étais au Cameroun en septembre dernier, je suis passé devant la salle du Voury. Oui. Et je me suis rendu compte que la salle du Voury est devenue, je ne sais pas, n'importe quoi, alors que ça aurait dû être patrimoine culturel, historique du Cameroun. Parce que c'est quand même une salle qui a vraiment eu beaucoup de divertissement et qui a beaucoup donné du bonheur aux Camerounais. Mais malheureusement, le cinéma au Cameroun se mourait. Pourquoi? Et se meurt pourquoi? Parce qu'il n'est resté qu'à l'outil de divertissement. Et moi, j'ai pensé apporter une certaine contribution en créant un festival qui va faire ce qui s'appelle Festival Komané. C'est un festival culturel et éducatif. Parce qu'il a un volet touristique, mais il a aussi un volet éducatif. Éducation de la jeunesse camerounaise qui a fini par entrer dans une certaine déviance parce qu'elle n'était que, comment j'allais dire ça, inondée de films qui prenaient de la déviance. Voilà, des films qui ne correspondent pas à leur réalité locale. N'ayons pas peur, des films qui parfois prônent un peu de la déviance, des mœurs, qui prônent parfois des comportements que moi je trouve immoraux et qui a perverti un peu cette jeunesse-là dans certains cas. Et moi je pense que le Festival Coman est là pour apporter une autre touche où on essaie de primer, de mettre en valeur, donner la visibilité à des films éducatifs, à des films culturels. Mais moi j'apporte un autre volet, en dehors du volet éducatif à ce festival, moi j'apporte un volet éducatif pour la santé. Clinique C n'est que une émanation du Festival Coman. C'est parce que j'arrive au Cameroun invité par des jeunes acteurs du cinéma camerounais, des jeunes réalisateurs, des jeunes acteurs du cinéma camerounais qui m'invitent au Cameroun comme membre du jury représentant la diaspora, que je découvre tout ce talent et je dis mais attendez, avec tout ce talent il faut qu'on fasse quelque chose. Moi j'ai un projet de pouvoir apporter le bien-être aux Camerounais par le biais de l'éducation pour la santé. Pourquoi ne pas le faire à travers le cinéma, sachant que j'ai déjà fait par des écrits, le support écrit, j'ai déjà fait par le support audio, je vais parler de Allo Docteur Comité Santé Docteur Armand. Pourquoi ne pas faire par le support visuel, sachant que nous sommes dans une société du visuel. Le visuel a plus d'impact que soit l'écrit ou que soit l'audio. En fait, vous êtes dans une certaine continuité. Je suis dans une continuité de mon combat pour informer, pour sensibiliser les Camerounais, les nôtres. Pourquoi? Parce que je pars sur un constat, et c'est encore mon expérience professionnelle qui me l'apporte, c'est l'ignorance qui nous tue. Quand je le dis, je choque certaines personnes parce qu'ils nous disent que nous sommes ignorants. Non, l'ignorance nous tue parce que dans un bon nombre de cas, je vois mes frères, mes soeurs, mes compatriotes, des amis mourir de maladies simples pour lesquelles ils ne devraient pas mourir s'ils avaient connu quelques gestes de prévention, quelques signes d'alerte, quelques signes annonciateurs, quelques signes avant-coureurs, ils ne seraient pas morts, ils seraient encore vivants de jour. Et moi, ça me fait mal et je dis, je ne peux pas rester comme ça. Et de temps en temps, il faudrait que je sorte de mon hôpital, il faut que je sorte pour aller vers ces personnes-là pour apporter ces messages de prévention. Alors, docteur, vous avez beaucoup d'activités. Voilà, dites-moi, comment vous faites vos choix? Qu'est-ce qui guide vos choix? C'est une question que je pose à tous ceux que je rencontre. Alors, j'aimerais vous poser également cette question. Qu'est-ce qui est à la base de vos choix? Comment vous êtes sûr que le choix que vous faites est le bon et pas le mauvais?
C'est une question très complexe. Mais je vais y donner une réponse très simple, une réponse qui vient du cœur. Mes choix de vie sont dictés essentiellement par le bien-être que ce choix de vie m'apporte. Il faut que ce soit à tout prix un bien-être matériel? Ah, le bien-être chez moi n'est pas forcément matériel. Voilà. Je dis même d'ailleurs que le matérialisme ne contribue au bonheur. Mais dans certains cas, il peut être néfaste à un épanouissement personnel et parfois néfaste au bonheur parce qu'il attire énormément de convoitises et forcément tout ce convoitises attire de la jalousie et forcément ces jalousies entraînent un état de mal-être parce que finalement vous ne savez même pas comment vous entourer, de qui sont vos vrais amis, qui ne sont pas des personnes plutôt hypocrites autour de vous. Non, mon choix de vie va être dicté un peu par un état de bien-être. Par exemple, je vais mener une action si les gens avec qui je mène cette action-là m'apportent aussi un épanouissement personnel. Si je m'ennuie avec ces gens-là, si ces gens-là ne partagent pas la même vision que moi, je vais rapidement changer de cap. C'est aussi simple que ça. Je simplifie ma vie au maximum. Je ne fais dans ma vie que ce qui m'apporte un état de bien-être. Pourquoi on est sur Terre? On est sur Terre pourquoi? On n'est pas sur Terre pour devenir docteur, président de la République, milliardaire. On est sur Terre pour être heureux. Et mon choix de vie, c'est ce qui m'amène à être heureux. Vous venez de m'apprendre quelque chose. On est sur Terre pour être heureux. Je n'y avais jamais pensé. Merci. Merci parce que c'est... Réfléchissez-en pourquoi on est sur Terre. Comme dirait quelqu'un d'autre dans une autre langue, you've made my day. On est sur Terre pour être heureux. Merci docteur. C'est le bonheur qui dicte notre existence sur Terre. Pourquoi les gens se suicident? Et là, c'est le médecin qui parle. Ils se suicident pourquoi? Vous avez dit qu'ils se suicident parce qu'ils ont des problèmes financiers, ceci, non. Sinon, tout le monde qui aurait des problèmes financiers se suiciderait. Non, ils se suicident parce qu'ils n'ont plus le plaisir de vivre. C'est-à-dire, quand on perd le plaisir de vivre, c'est qu'on n'est plus heureux. Et tant qu'on est heureux, on est très épanoui dans sa vie. J'allais toucher du bois, mais il n'y a pas de bois ici. Je remercie le bon Dieu qui me permet d'avoir cette santé qui contribue énormément à mon bonheur, à mon épanouissement. Et puis je remercie le bon Dieu de m'avoir donné ce cœur qu'il m'a donné. Ce cœur qui ne court pas vers le matériel. Ce cœur qui aime son prochain. Ce cœur qui tend les bras vers l'autre. Ce cœur qui aime l'autre et qui rejette la haine. Je lui remercie. Et c'est tous ces événements qui font qu'à 50 ans, je me sens épanoui au fond de moi alors que je viens de vivre le 12 mai dernier, un cinquantenaire, 50 ans de vie sur Terre, je me sens épanoui et je souhaite que ça dure aussi longtemps. Et tant que ça dure longtemps, je continue à le remercier. Merci docteur de nous avoir accordé cet instant. On sait que votre calendrier est très chargé et vous avez choisi d'accorder au magazine Roots Talents beaucoup de votre temps. Merci pour cet après-midi magnifique que vous nous avez accordé. Ben, c'est moi qui vais vous remercier avec votre équipe, l'équipe de Roots Talents. C'est un journal que je connaissais. Je l'ai découvert chez Madame Corinne Tonnier, puisque vous avez fait un article sur elle, que j'ai beaucoup apprécié. Mais je ne savais pas où trouver ce journal. Et c'est Madame Corinne Tonnier qui m'a dit que je pouvais le commander sur Internet, parce qu'il y a un site, Roots Talents, il y a un site Internet. Voilà, que je peux le commander. Je vais m'empresser de le faire et puis je pense que le numéro qui parle de moi, j'essaierai de le diffuser. Mais vous parliez de mon actualité tout à l'heure. Oui, il est assez chargé parce que c'est vrai que le 14 novembre, je tiens quand même à faire un petit coucou à Janine Quemot qui organise sa soirée de gala le 14 novembre. Elle est présidente de l'association que Marc Cameroun. C'est une association caritative qui œuvre un peu dans le domaine de la sensibilisation pour l'assisté visuelle et qui a organisé une journée de sensibilisation et d'information dernièrement, à savoir le 17 octobre dernier à Lille, où j'ai donné une communication sur le thème. Et le 14 novembre, elle va organiser. Et le 14 novembre, elle organise une soirée de gala pour récolter les fonds. Je tenais à lui faire ce petit coup-là parce que c'est des gens, c'est des personnes très dynamiques. Et quand des gens sont aussi dynamiques, je veux vraiment qu'on les soutienne.
Mais il n'y a pas que Mme Janine Queneau, on a parlé de Mme Corinne Tonnier, la femme courage. Oui, la femme qui, courage, voilà, le 21 novembre Le prochain. 21 novembre prochain, qui organise le 3e gala À annuel Villepinte. à Villepinte. Merci docteur, comme je disais tout à l'heure, pour ce moment, pour cet après-midi magnifique et merci pour tout ce que vous nous avez appris. Particulièrement, moi j'ai appris une chose, c'est qu'on vit pour quoi? On vit pour être heureux. Merci. Merci beaucoup et je vous souhaite surtout un très très bon retour dans vos activités. Hein. Vous avez fait la route, il y a des moments que ça se passe très très bien. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.